Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais qui reste trop souvent en arrière-plan dans nos discussions médicales, l'engagement des soignants et des chercheurs face aux crises actuelles. Médecins, nous sommes en première ligne face aux effets du réchauffement climatique, de la précarité sociale, de la détérioration des conditions de travail et des inégalités d'accès aux soins. Chercheurs, vous faites face à une défiance croissante du public, un manque de moyens et parfois même une pression à rester neutre dans des débats où la science devrait pourtant être une boussole. Alors, faut-il s'indigner ? Faut-il s'engager ? Et surtout, comment ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Bastien Genet, chef de clinique en santé publique, doctorant en épidémiologie clinique et docteur en gériatrie. Avec lui, on va essayer de comprendre pourquoi il est plus que jamais nécessaire que les médecins et les chercheurs prennent position. Quelle forme peut prendre cet engagement et surtout, comment agir ? Salut Bastien ! Salut. Merci beaucoup d'être avec moi une troisième fois sur ce podcast. C'est toujours un grand plaisir. Bastien, en tant que médecin et chercheur, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir parler de l'importance de s'indigner et de s'engager ? Eh ben, écoute, déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ce sujet. Et puis, je suis désolé pour ceux qui n'avaient pas déjà supporté 2 fois mes interventions. Ça sera une troisième. Il le réclamait, Bastien, il le réclamait. Et qu'est-ce qui me pousse du coup à revenir ? C'est qu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais suite à l'ère notamment actuelle qui donne lieu un peu et grande place à la post-vérité, tout ce qui est la défiance envers le monde scientifique, dont on a déjà un peu parlé d'ailleurs dans les podcasts d'avant chez toi, et puis toutes les choses qui sont passées pendant le Covid. Je sens qu'on a nécessité d'intégrité, mais ça on l'a déjà développé, mais il y a une vraie nécessité de pouvoir s'engager dans la société civile tout en, pour moi, faisant des choses scientifiques. Voilà. Et donc pour moi, c'est une urgence si on ne veut pas sombrer dans une société qui n'est pas bienveillante envers les gens, que ça soit au niveau médical ou même de manière générale, quoi. On doit s'indigner. Ouais, je pense qu'on doit s'indigner parce qu'en fait, on y reviendra peut-être, mais souvent ce statut de chercheur un peu objectif qu'on a créé peut nous faire défaut, puisque parfois l'absence d'indignation est finalement une sorte d'acceptation de certaines choses, notamment dans le milieu environnemental. Hein. C'est très décrit dans le milieu environnemental avec des scientifiques qui sont impliqués dans des conflits avec Total ou avec d'autres boîtes comme ça, ou également dans d'autres domaines. Mais l'idée, c'est qu'il faut s'indigner parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ne pas s'indigner face à des choses qui sont fausses, notamment à l'ère de la post-vérité, de tout ce qui est dit, notamment dans un certain pays dont je ne prononcerai pas le nom, malheureusement, ça élargit la fenêtre d'Overton et d'acceptabilité de ce qui est faux. Et pour moi, on a notre responsabilité à jouer là-dedans. Voilà. C'est clair. Du coup, est-ce que tu peux nous dresser, s'il te plaît, un état des lieux des crises actuelles qui, selon toi, devraient particulièrement nous interpeller, médecins, chercheurs ? Avec plaisir. Alors après, ça ne sera pas de manière exhaustive, hein, parce que je ne suis que très jeune encore chef de clinique et je n'ai pas la prétention d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est un peu plus ancien. Mais je pense que déjà, il y a un premier truc qui impacte la médecine, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, c'est la crise environnementale. Donc c'est en fait finalement comment la médecine et la santé prennent leur place par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose quand même de plus en plus décrit. Et on voit notamment que c'est de plus en plus décrit sur le principe de l'OMS, hein, sur le principe de One Health, ou notamment des recherches qui ont été faites sur les polluants atmosphériques ou les agents cancérigènes. Donc pour ça, il y a des super références et des super MOOC qui expliquent tout ça. De toute façon, je pense que vous aurez les références à la fin du podcast, on vous les mettra. Mais Exactement, voilà. je mettrai toutes les sources que tu cites dans le podcast, tu peux me les nommer et moi je les mettrai dans les notes. Donc voilà, donc là c'est un fun MOOC qui est fait par l'Université de Bordeaux sur la santé environnementale que je vous conseille fortement, et qui explique un petit peu tout ça. Après, il y a d'autres thématiques, hein. Il y a la crise du travail, donc ça c'est quelque chose pareil qui est assez qu'on palpe, qu'on voit assez vite, hein. Nous, en médecine, notamment en consultation et surtout en médecine générale, hein, je parle pour les médecins généralistes parce que c'est vous qui êtes en première ligne de ça, c'est qu'on est dans une société qui a une dégradation des conditions de travail, qu'elle soit celle des patients que vous recevez ou même les vôtres en fait. Et finalement, il y a une sorte de mutation de la société du travail
qui est en marche et qui aussi est une grosse crise qu'on est en train de vivre. Et donc ça, il y a 2 ouvrages que je vous conseille là-dessus. Le premier, c'est Que sait-on du travail, fait par des chercheurs de Sciences Po. Et le deuxième, qui, je préfère vous prévenir, est un petit peu plus politisé, est Le mal travail, par notamment le député François Ruffin, qui a fait un rapport à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Après, il y a une autre crise aussi qui est importante, et celle-là, elle est aussi décrite depuis plusieurs années, hein, mais elle ne cesse de s'accumuler. On le voit notamment dans des pays qui décident d'avoir une vision de plus en plus utilitariste, individualiste, puisqu'on est en train de pencher quand même dans une société de manière générale qui est de plus en plus individualiste. C'est l'injustice sociale, c'est la crise sociétale, et ça on le voit très bien dans l'accès aux soins, hein, en fonction du genre, des origines, il y a quand même des accès aux soins qui ne sont pas les mêmes. Et au-delà de prôner une égalité qu'on prône nous en France, il y a plein de chercheurs, notamment par exemple M. Delfraissy, le professeur Delfraissy qui est au Comité national consultatif d'éthique, qui propose une vision qui serait, elle, comme solution, une vision non plus d'égalité, mais d'équité. Donc en fait, plein de chercheurs disent de plus en plus qu'il faudrait tendre vers l'équité, et plus le temps avance, plus on tend vers quelque chose qui est carrément l'opposé, qui est l'individualisme. Et donc ça, c'est des choses importantes. Alors il y a plein d'études qui ont montré ce fait que on a une moins bonne santé par un moins bon accès aux soins quand on est en précarité. Et même au niveau politique, on l'a vu récemment avec la menace de l'AME qui cesse de revenir en permanence, avec des faux débats et des fausses accusations sur ce dispositif, puisqu'en fait, finalement, il ne représente pas tant de personnes que ça et tant d'argent que ça en termes de budget, quoi. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et puis après, il y a 2 autres derniers points. Il y a donc le fait qu'il y ait une crise budgétaire aussi. Donc ça, c'est pareil. On entend beaucoup parler en France actuellement, hein, sur le côté, en fait, comment on va faire pour pallier la dette, pour rembourser ce qu'on a avancé, entre guillemets. Et donc ça, en fait, finalement, ça pose la question qu'en France, on va devoir entamer des débats profonds et vraiment intéressants sur comment on va au mieux répartir nos ressources et dans quel but. Puisqu'on sait très bien que on a des besoins qui sont infinis en termes de santé, mais qu'on a malheureusement des ressources de plus en plus finies. Et donc finalement, il va falloir se poser des questions de fond sur quelle valeur on donne à une vie, quelle valeur on donne à une vie d'une personne âgée, à quel point la société doit être responsable du vieillissement, à quel point on doit favoriser certains types de décisions de santé publique par rapport à d'autres. Et donc pour ça, il y a un magnifique livre que je vous conseille sur ce sujet qui s'appelle « La valeur de la santé », où il y a une confrontation entre des économistes de la santé et des éthiciens qui est passionnant et qui offre des pistes très intéressantes. Et puis le dernier truc qui pose problème, c'est que finalement, est-ce qu'on peut parler de crise ? Ça, c'est quelque chose qui est développé aussi pas mal par des sociologues, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que tous ces défis-là et finalement ces sortes de crises qui existaient avant ne sont plus tant des crises que ça. Puisqu'on a remarqué que depuis le Covid, il y a plein de choses qui ont été décidées ou mises en place comme étant des choses dans un état de crise. Et en fait, cette crise-là s'est prolongée. Par exemple, des lois qui ont été faites sur la manifestation, les états d'urgence, même depuis les attentats, ou des crises économiques qui ont été en fait rattrapées par des larges financements des banques centrales, mais qui n'ont rien changé à l'attitude des banques, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une crise ou en fait d'un état critique qui ne cesse de se prolonger ? C'est une question aussi, quoi. Voilà. Vaste sujet. Donc tu me parles d'une crise environnementale, d'une crise du travail, une crise sociétale et maintenant budgétaire. Du coup, quelles sont les conséquences concrètes de ces crises sur la médecine et particulièrement sur la recherche, domaine que tu connais mieux? Alors pareil, hein, je vais faire un peu ma liste de courses, donc je risque d'oublier des ingrédients, comme d'habitude. Mais bon, ça, on le ressent, hein, c'est des choses un peu, je vais un peu enfoncer des portes déjà ouvertes, mais tout ça, forcément, ça entraîne, que ça soit en tant que personne, dans son propre intérieur, on va dire, ou en tant que professionnel, ça peut entraîner du stress, de la fatigue dans la vie de tous les jours, une sensation de burn-out, puisqu'on a une sorte de dévaluation de notre métier qui ne ressemble plus à ce qu'on voulait faire initialement avec des conditions qui ne sont pas compatibles. Et puis en plus, ce qui arrive de plus en plus quand on est médecin, c'est qu'on ressent un sentiment d'impuissance, même d'injustice, parce qu'on se dit qu'on a une sorte de système qui nous impose de travailler d'une certaine manière dont on ne voudrait pas, et qui nous impose également des états de santé des patients qu'on ne voudrait pas qui existent en fait. Et tout ça en plus, généralement, qui se mélange avec un truc très sympa du syndrome du sauveur qu'on a un peu tous quand on commence médecine et qu'on se dit qu'on va sauver la planète entière. Et que, malheureusement, on continue très souvent à travailler en permanence malgré des conditions dégradées, sans forcément s'indigner ou s'en plaindre.
et ce qui peut amener à des états de détresse psychologique très profonds. Hein. Et ça, alors, je pense que je parle à un public conquis, mais en médecine générale, moi, j'ai plein d'amis, plein de copains à moi qui me rapportent que les consultations sont de plus en plus difficiles, notamment face à des gens qui subissent un monde du travail très violent, et que ça retentit sur eux aussi leur qualité de vie au travail, quoi, notamment. Hein. Donc ça, pour les médecins, c'est compliqué, je pense. Voilà. Tout à fait. Du coup, Bastien, dans ce contexte, pourquoi, selon toi, il est nécessaire que les médecins et les chercheurs s'engagent ? Il faut absolument que les chercheurs et les médecins se donnent la possibilité de progresser en fait là-dedans, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à travailler, il ne faut vraiment pas hésiter, en tout cas du côté médecin, à verbaliser tout ça. Pour moi, c'est fondamental. Déjà, le premier point pour les médecins, c'est vraiment de verbaliser la situation aux patients, quoi. Moi, ça m'arrive, hein, je fais encore des gardes aux urgences, et maintenant, j'ai plus peur de dire aux patients, écoutez, ça, en fait, c'est tout simplement le résultat de décisions politiques, et donc, si ça vous pose problème, n'hésitez pas à aller dans la rue pour manifester, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental de faire comprendre aux patients qu'eux-mêmes sont gardiens de leur propre santé, et que c'est à eux de se battre avec nous pour que leurs soins soient les mieux possibles, en fait. Après, il y a d'autres solutions. Hein. Il y a le fait aussi, quand on est médecin, de prendre le temps de penser à soi, hein, parce que c'est bien de s'engager, mais c'est quelque chose de très décrit aussi, c'est qu'on peut vite arriver à un burn-out militant, et c'est pas le but. Hein. Donc, je vous conseille un super article du JAMA qui a été fait récemment sur la comparaison entre la diastole et la systole et les moments de travail, les moments de repos chez les médecins, qui est génialissime. Vous aurez la référence à la fin. Donc ça c'est fondamental, puisque si vous prenez le temps de vous reposer, vous aurez encore plus d'énergie pour ensuite, certes, verbaliser les situations, mais aussi prendre part et être actif. Et donc ça peut être prendre part aux actions sociales et s'indigner, donc dans les manifestations ou dans les communications que vous pouvez avoir sur les réseaux, par exemple. Et puis c'est aussi s'assumer en tant que médecin qui est humaniste et qui veut vraiment défendre des droits sociaux. Et ça, il y a plein de solutions qui sont données aussi. Et qui vous rassure dans vos valeurs, notamment avec le podcast du Serment d'Augusta, qui est une super référence là-dessus. Et après, pour les chercheurs, comment trouver des solutions ? Alors, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a la première solution du manque de moyens. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on constate de plus en plus pour la recherche. Là, vous l'avez vu sur les récentes coupes budgétaires depuis le début de l'année, il y a de plus en plus de filières qui sont en danger parce qu'on diminue le budget alloué aux universités. Donc ça, c'est une première façon de lutter, c'est de lutter contre ça, de partager, de signer les pétitions et vraiment de dire que la recherche, c'est compliqué parce qu'il y a peu de moyens. Il y a aussi une autre solution qui est d'impliquer les patients dans la recherche et leur expliquer ce que c'est. Alors, dans un ancien podcast, on avait parlé un peu, il me semble, d'un bouquin d'Étienne Klein sur la défiance du grand public, qui s'appelle Le goût du vrai, qui est génial, qui explique un peu pourquoi les gens se dissocient un peu du monde de la recherche et de la science. Et donc ça, le but, c'est simplement d'impliquer les patients et les gens sur qui on fait de la recherche, donc de les faire participer à des projets de recherche pour faire en sorte qu'ils soient acteurs de la recherche. Et donc ça aussi, on en avait parlé dans le truc de l'Open Science récemment. C'est un truc fondamental pour moi. Après, il y a d'autres points, notamment quelque chose qui est très très important, qui est la lutte contre les fake news et la désinformation. Donc, ce qu'on disait un peu au début, que en fait, rien que dans le discours, il y a de plus en plus de manipulation rhétorique qui est possible par la façon dont on présente les choses et dont on met les personnes à qui on s'adresse en face de nous. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à avoir des références. Alors moi, je vous conseille 2 références. Il y a le compte Instagram Esprit Critique qui est très intéressant là-dessus. Et puis, il y a aussi Clément Viktorovitch, qui est quelqu'un qui fait notamment des études de sciences politiques, qui donne des outils pour comprendre les discours, les déconstruire, comprendre les manipulations rhétoriques qu'on peut avoir. Donc ça, pour moi, dans la recherche, c'est fondamental, surtout quand on s'exprime en tant que chercheur, en tout cas, ou quand on est amené à contredire certains chercheurs, par exemple, sur certains faits. Et puis la dernière chose en tant que chercheur, c'est assumer ce côté militant, quoi. Assumer ce côté militant dans sa recherche. Et ça, c'est notamment beaucoup décrit en sociologie, déjà depuis des années. En sociologie, ils ont fait beaucoup de recherches sur la recherche qu'on appelle transformative. Pareil, on vous donnera une référence qui vous explique ça, mais le fait de faire de la recherche pour transformer la société en mieux,
Et donc ça, c'est de la recherche, hein. Quand c'est bien fait, qu'une belle méthodologie, c'est de la recherche. Et puis, c'est s'assumer en tant que militant. Et ça, c'est le truc que je disais au début, c'est de prendre un statut de chercheur qui se documente, qui ne dit pas n'importe quoi sur ses propres représentations, mais qui va au-delà de la fausse neutralité. C'est-à-dire qui ne dépend pas ne pas dire parfois, c'est favoriser ce qui se passe. Et notamment, c'est le cas, et c'est extrêmement bien décrit par l'association Scientifique en Rébellion, qui a fait aussi un manifeste il n'y a pas longtemps sur ce sujet, et qui explique vraiment qu'il y a quelque chose de fondamental qui doit être le fait que quand on fait de la recherche avec une bonne méthodologie, on a le droit de se prononcer contre des choses, et le fait de ne pas se prononcer sur des choses, parfois, peut être délétère. Et notamment, en particulier dans le milieu environnemental et les industries pétrolières, par exemple. Voilà. Très bien, c'est très dense ce que tu viens de me partager, je te remercie beaucoup. Et ça répond, je crois, à un impératif que tu décris très bien, et c'est pour ça que je suis hyper content de te recevoir. Et tu vois, quand on commence les études médicales, on a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre de la technique. On sort de l'hôpital, on commence peut-être à remplacer, à travailler, ou alors être chef comme toi. Et puis arrive un moment, je pense vers peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quel âge tu as, Bastien, mais je crois qu'on est à peu près de la même Je suis dans tranche. ces eaux-là. Dans ces eaux-là, dans ces eaux troubles. Il arrive un moment où on a la tête remplie de beaucoup, beaucoup de choses. On commence à travailler, on commence à être compétent. Et du coup, on commence à avoir un œil critique sur notre activité, sur notre environnement. On commence à avoir le recul nécessaire pour dézoomer sur ce qui nous entoure et se rendre compte, en fait, de ce qui est notamment perfectible, de ce que l'on peut améliorer. Et tu décris quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, il est dans notre devoir de soignant de diagnostiquer les problèmes, de les regarder en face, de mettre un mot dessus, de le partager au plus grand nombre. Et alors, il n'y a pas de devoir dans le sens, il ne faut pas culpabiliser les gens, c'est une grande mode aussi, mais je crois qu'il est extrêmement important, et tu le répètes, de s'indigner, de se révolter contre des choses dont on estime qu'ils sont absolument intolérables pour notre avenir, pour le soin, pour notre famille, notre communauté, nos voisins, et en élargissant les cercles à l'humanité entière. Et c'est notre devoir, à notre tranche d'âge, de souligner ces choses-là. Je parle de cette tranche d'âge-là parce que plus tôt, on peut pas trop, on manque de technique, et plus tard, on pourra peut-être pas parce qu'on aura peut-être d'autres problématiques, on sera peut-être trop vieux, etc. Donc, je suis très très content que tu soulignes tout ça, Bastien, je te remercie beaucoup. Du Avec coup, plaisir. concrètement, explique-moi, donc tu viens de me dire qu'il fallait le partager aux patients, qu'on pouvait s'investir dans des actions sociales, dans le monde associatif, qu'il fallait s'assumer comme des médecins, des chercheurs humanistes, pour ne pas laisser faire ce qu'on estime intolérable. Il faut s'indigner. Il faut maintenant agir. Alors explique-moi concrètement comment un médecin peut-il s'engager en 2025 ? Eh bien, écoute, je vais te parler de moi-même. Avec grand sera le plaisir. meilleur exemple. Allonge-toi, Bastien, et Ça raconte-moi sera tout. concret. C'est ça, exactement. Non, c'est comme je vous disais. Alors, en tant que médecin, c'est des petits gestes de la vie quotidienne, hein. C'est tout bête, mais c'est comme je vous disais, lors de consultations, des patients il faut faire comprendre aux patients que nous, on essaie de rattraper des choses dans un système qui n'est pas favorable à un bon soin. Et ça, je pense que c'est fondamental de leur dire en consultation, dès qu'il y a une plainte ou une perche qui est tendue en disant « bah oui, mais bon, vous n'êtes plus de médecin, il n'y a plus assez de médecins, vous vous rendez compte, j'ai mis 6 mois pour vous voir », et il ne faut pas hésiter à dire aux gens « mais descendez dans la rue avec nous pour en fait que ça change ». Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. On l'a vu avant le Covid, par exemple. Il y avait des patients dans les manifestations pour le système de soins. Il n'y en a plus eu depuis. Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus du tout parce que, bon, on peut discuter de l'encadrement des manifestations et de l'engagement des gens, mais voilà, c'est un premier truc. Je pense qu'il y a un truc fondamental qu'il faut faire comprendre aux gens que la santé, c'est pas le médecin qui l'a fait, c'est eux. Et ça, nous, on les aide, mais c'est à eux d'être actifs dans ce processus-là. Après, dans la vie de médecin, il y a tout simplement essayer de
de s'investir de cette manière, mais ce qui est fondamental, comme je vous disais, c'est moi, il y a des moments où je me prends des pauses, où je lis des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, rien à voir avec la société, parce que sinon, c'est pas possible, on peut pas tenir dans la durée. Et ça, c'est un truc rapporté par plein de copains que j'ai eu dans le milieu militant là-dessus, où en fait, on se fatigue, on a l'impression de se battre sans résultat, et il faut parfois savoir souffler. Mais ça marche pour tout. Pas que le côté indignation, je pense. La diastole. Voilà, exactement. Et après, pour les chercheurs, c'est, je sais pas, moi, par exemple, je fais beaucoup de recherches qualitatives où je vais parler à des patients, j'implique des patients dans des protocoles de recherche. On fait beaucoup de recherche pédagogique, en fait, finalement, dans la recherche. On peut faire de la recherche sur, je sais pas, moi, par exemple, de la formation des soignants pour éviter la iatrogénie médicamenteuse chez les patients âgés. En fait, c'est un peu cliché, parce que ça fait un peu développement personnel, mais faut rendre les gens qui sont dans le parcours de soins acteurs de ça. Et je pense qu'on a trop donné de responsabilités aux médecins, ce qui est une erreur, parce qu'on n'est franchement pas les plus nécessaires. Ça, c'est la vision du gériatre, mais on est là pour guider et pour être conseillé, pour conseiller les choses, avoir une vision globale, mais on n'est pas là. Je ne pense pas qu'on est les acteurs les plus indispensables. Et donc, il faut redonner le pouvoir aux soignants, mais pas que médicaux, et aux patients. Et ça, que ça marche dans la recherche et dans la médecine, je pense, globalement, tout en se protégeant soi. Et ça, je sais que les médecins généralistes ont beaucoup plus d'avance que les spécialistes là-dessus, parce qu'ils savent analyser leur propre santé mentale la plupart du temps, mais c'est fondamental si on veut tenir dans la longueur, parce que les gens qui sont en face, eux, savent tenir dans la longueur. Très bien. Et tu veux dire que quand on est chercheur, une manière de s'engager, c'est de choisir son domaine de recherche ? Ça peut être ça, ouais. Alors moi, c'est un choix personnel, et en vrai, pour être honnête, c'est difficile, parce que c'est de la recherche qui est profondément sous-évaluée, malheureusement, dans le milieu de la recherche. Alors, ça commence à changer, il y a des mouvements, parce que, en fait, il y a tout simplement le concept d'impliquer les patients dans leur prise en charge qui est quand même de plus en plus à la mode, parce qu'on se rend compte que c'est quand même bien de demander l'avis des gens, mais c'est quand même un pan de recherche qui est compliqué. Après, il y a aussi des moyens de s'investir autres, notamment, je vous parlais de Scientifiques en Rébellion, qui est une association super, alors très orientée sur l'environnement, mais il y a aussi cette façon, cette posture. Je pense qu'au-delà du sujet de recherche, il y a une posture à avoir qu'on peut assumer en disant oui, en fait, moi j'ai mes valeurs, j'ai mes représentations. Sur ce sujet-là de société, je pense ça. Mais moi, ce que je dis en tant que chercheur, c'est que je me suis documenté avec ces références-là. Et voilà ma conclusion. Et je pense que dès le moment où on dit ces valeurs et on donne ses sources, en fait, en quoi on est critiquable ? Moi, ce qui me paraît critiquable, c'est de donner son avis sans sourcer, ce qui est en train de se passer à longueur de temps sur les plateaux télé qu'on peut voir. Je ne citerai pas le nom des chaînes, mais c'est ça, on invite des experts qui ne citent rien, qui ont leur représentation personnelle et qui, en fait, finalement, disent des choses mais infâmes et qui sont pourtant politiquement assez engagés d'un côté particulier, sans sourcer. Donc, pourquoi pas, nous, lutter, enfin, moi, je vais dire le mot, je me suis retenu de le dire, mais lutter contre ce truc du wokisme. Typiquement, c'est un truc qui a été très décrit, ce concept de chercheur de gauche engagé wokiste qui fait la morale. Oui. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on discute avec des gens pour qu'ils définissent ce que c'est que le wokisme, il n'y a pas de définition. Ils ne savent pas définir ce que c'est. Et c'est bien la preuve que, en fait, ça ne tient pas debout, cette théorie. Donc, il faut pas lâcher, il faut continuer quand on est accusé de faire ça, mais qu'on soit de droite ou de gauche, mais il faut assumer ce concept de dire je suis chercheur, je suis humaniste, je travaille pour le bien, et oui, voilà, je ne suis pas wokiste parce que ça n'existe pas. Et moi, je pense que le droit chemin, c'est ça. Et tant pis si ça ne vous plaît pas. Quel regard portes-tu sur tes confrères qui sont à l'opposé de ton spectre politique, qui veulent faire exactement de la recherche comme toi, mais avec des sentiments opposés ou contraires ou aux valeurs que tu estimes contraires aux tiennes? Est-ce que tu penses qu'eux doivent poursuivre là-dedans? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Moi, ça me dérange pas. J'ai déjà discuté, typiquement, le truc un peu cliché sur le sujet, ça pourrait être la vision qu'on va donner. Typiquement, je vous parlais du bouquin de la valeur santé, là. En fait, il y a plusieurs visions qu'on peut décider de donner à un système de soins et à comment gérer ce problème de adéquation ressources et demandes et besoins.
Et typiquement, il n'y a pas plus tard que ce week-end, je discutais avec un copain à moi qui est chirurgien, qui n'a pas du tout la même vision que moi, qui a une vision très utilitariste, un peu à l'américaine, en disant, en fait, ce que tu as, c'est ce que tu as obtenu par ton travail. Donc, en fait, tu mérites d'être mieux soigné parce que tu as travaillé pour ça. Et c'est une vision que je respecte, qui n'est pas la mienne, que je respecte. Et en fait, finalement, c'est une vision qu'on peut décider d'adopter au niveau sociétal. Moi, ce que je reproche, c'est pas finalement de penser ça. Ce que je reproche, c'est que les gens qui pensent différemment ne le disent pas. Et ça, c'est un truc qui se constate, en fait. On le voit aujourd'hui. L'ère médiatique, elle est complètement saturée par une certaine vision des choses. Et en fait, finalement, les gens qui pourraient contredire restent un peu entre soi, dans des milieux militants un peu extrêmes, et visent pas à viser le grand public et à contredire vraiment et à partager leurs idées au plus grand nombre, quoi. Donc, limite, j'en veux plus à moi, mes collègues qui pensent comme moi et qui ne prennent pas la parole, qu'à des personnes comme ça. Parce que de toute façon, c'est un fait. Tout à fait aligné avec toi, c'est-à-dire qu'on peut penser ce que l'on veut, l'important c'est de le manifester, de le partager, de l'affirmer et puis surtout de l'assumer. Bastien, quel conseil tu donnerais aux médecins et chercheurs qui veulent s'engager mais qui ne savent pas par où commencer? Alors, alerte spoil, il y a forcément un petit moment de dépression. La question, c'est au bout de combien de temps? Okay. Non, mais je pense que ce qui est en fait, c'est un peu bête, mais en fait, suivez votre instinct, quoi. C'est-à-dire que on est quand même des gens qui ont fait des études assez longues, qui ont été en contact avec le fait de savoir lire des choses scientifiques, des choses établies. Et donc, en fait, si vous sentez que ce que vous pensez est quand même globalement quelque chose qui est soutenu par des choses que vous avez lues, des livres que vous avez lus, des articles que vous avez lus, etc., en fait, suivez votre instinct, quoi. Parce qu'a priori, vous n'avez pas vu ça, ça sortait de n'importe où. Et après, comment s'engager? C'est le problème de l'engagement militant, c'est qu'en s'engageant en tant que militant, on se met un peu à risque aussi. Donc, c'est accepter de... Je vais vous dire un truc très personnel, tiens, allez, vas-y, on y va. Je prends un exemple, ma compagne, qui est médecin généraliste, on a souvent ces discussions ensemble parce qu'on n'est pas du tout au même niveau de la réflexion. Elle est très dans une phase de constat, donc on a à peu près les mêmes valeurs, hein, mais elle a encore ce blocage de se dire, en fait, moi, m'engager, ça me met en danger, en fait, parce que je vais exprimer des choses sur la sphère publique et prendre un danger que des gens me disent, non, tu dis n'importe quoi, ou soient violents envers moi, ou quoi que ce soit. Et bon, on a des multiples discussions, on n'a toujours pas eu la solution, mais en fait, je pense que c'est l'urgence. Moi, ce qui est vraiment fait que de plus en plus on se rejoint là-dessus et on devient de plus en plus militants tous les deux, entre guillemets, c'est qu'en fait, il y a une situation qui est très urgente. Et ça, je pense que c'est plus une question d'avoir peur de se mettre en danger, puisqu'il faut se mettre en danger. Parce que si on ne se met pas en danger maintenant, on risque d'arriver dans des périodes qui vont être vraiment trop tard et qui vont être très extrêmes. Et ça, le problème, c'est que certes, ça se fait dans un pays beaucoup en ce moment, mais ça commence à avoir une tendance générale dans plein d'autres pays, notamment en Europe. Et plus on va aller vers cette notion de je pense que je peux m'opposer, c'est pas grave, plus on va élargir l'acceptable. C'est typiquement ce qui est décrit dans la série, une série Canal. Ah mince, je ne me rappelle plus du nom. Terrible. Tu parles de La Fenêtre d'Oberton. La Fenêtre d'Oberton, ouais, c'est ça. Une idée extrême. Le fait qu'elle soit simplement mentionnée à un moment de l'histoire, quelques années plus tard, elle va être de moins en moins extrême pour rentrer dans le domaine de l'acceptable. C'est exactement ça. Et ça, en fait, c'est ça, par exemple, qui a convaincu ma compagne de s'engager plus. C'est le fait que on commence à être vraiment dans une urgence sur cette fenêtre, parce qu'il y a des choses qu'on n'entendait pas avant, mais même en termes juste de scientificité, des choses qui étaient inacceptables il y a 10 ou 15 ans deviennent totalement acceptables, parce que juste, on a déjà tardé au fait de juste dire qu'on n'était pas d'accord ou s'indigner sur certaines choses. Tu penses à quel sujet, par exemple? Sans le détailler, mais le thème de laquelle thématique tu mentionnes? En termes scientifiques, tu veux dire? Ouais. Je sais pas.
allez, soyons fous, je vais m'attirer les foudres et je vais te bloquer des réseaux sociaux, mais tout ce qui était les théories qui ont été faites pendant le Covid, notamment par Donald Trump, des choses qui étaient inacceptables, qui ont été dites sur, je sais pas, on a quand même vu des gens pendant le Covid boire de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid parce que le président de la République avait dit ça à ce moment-là et son conseiller ou son ministre de la Santé derrière qui tirait une tronche pas possible en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et il y a quand même des gens aux États-Unis qui ont bu de l'eau de Javel, qui sont retrouvés aux urgences parce qu'ils ont fait ça. Et c'est un exemple cliché, encore une fois, et c'est très facile de résumer ça, mais c'est des choses comme ça. Voilà. Tu fais bien de le rappeler. Indignons-nous, assumons-nous, indignons-nous et participons à l'activité, à l'actualité scientifique et médicale de notre pays. Je te remercie infiniment, Bastien. C'était passionnant comme toujours. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot pour la fin, nous dire un mot de soutien pour nos confrères, nos consoeurs, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Et je rajoute simplement, avant de te dire au revoir, que le Super Récap, la newsletter du podcast, sort tous les vendredis. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez vous y abonner et je vais notamment rapporter toutes les sources que nous avons mentionnées dans ce podcast. Merci, Bastien. Pas de rien. Non. J'ai juste à dire que courage. La médecine, c'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant et on a au moins, nous, la chance d'avoir les outils intellectuels et les outils autres pour s'en sortir. Donc, il ne faut pas qu'on oublie qu'on les a et qu'on peut décider de comment on exerce, et notamment dans son attitude. Et que la période n'est pas facile. Et que je pense très fort à ceux qui malheureusement sont amenés à travailler dans des conditions difficiles. Et ça, n'oubliez pas que vous êtes gardien de vous, votre propre pratique. Et qu'il faut décider des choses pour vous aussi personnellement dans votre pratique qui sont bonnes pour vous. Et qu'il ne faut pas oublier de s'indigner. C'est très important. C'est le truc le plus fondamental. Et si vous voulez vous indigner justement encore plus de fois, rejoignez le compte Critique ton article sur Instagram où on s'indigne pas mal de manière générale. J'allais le mentionner, tu es derrière le compte Critique ton article sur Instagram, qui est un compte de santé publique où tu donnes notamment plein de conseils de LCA et plein de conseils pratiques pour décrypter l'actualité scientifique. Un compte de grande qualité, Bastien Genet. Merci beaucoup. À bientôt, merci Bastien. Salut. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.